Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui m'a quand même beaucoup été demandé, que ce soit en commentaire ou en message privé ou quand on me pose des questions. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo là-dessus. Alors comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je voyage énormément, c'est d'ailleurs le thème principal de ma chaîne. J'ai passé beaucoup de temps au Japon, je suis allé en Corée du Sud, en Chine, en Malaisie, en Indonésie, enfin pas mal de pays et d'autres en Europe. Et il y en a pas mal qui me posent la question en commentaire, comme je vous l'ai dit, ou en message privé, mais comment tu fais pour voyager autant, tu dois être riche, enfin comment tu fais pour avoir assez d'argent, comment ça se passe, enfin vraiment je reçois un tas de questions là-dessus, je pense que c'est la chose qui m'est la plus demandée. Alors en fait moi quand je reçois ce genre de questions, je vous avoue que je suis entre guillemets un peu agacé, enfin je sais pas trop comment le dire parce que y a des gens qui tournent bien leurs questions, qui demandent vraiment des informations. Et il y a des gens en fait, j'ai l'impression qu'avant même de poser la question, ils ont déjà en tête que c'est impossible pour eux en fait. Que c'est vraiment, que voyager autant comme je le fais, c'est vraiment quelque chose de réservé à des gens qui sont riches, enfin qui ont de l'argent, qui provient de quelque part. Je sais pas, on dirait qu'il y en a certains qui pensent que, parce que je suis pas le seul youtubeur qui fait des vidéos de voyage et qui voyage autant, il y en a plein sur YouTube. Et il y en a, j'ai l'impression, ils pensent que moi et les autres youtubeurs qui font ça, on a un genre de secret qu'on garde pour pouvoir voyager autant, je sais pas, qu'on a de l'argent qui sort de nulle part et qu'on a un secret qu'on veut pas donner. Enfin, il y en a vraiment, j'ai l'impression, quand je vois leurs questions, qu'ils pensent ça. Alors qu'en fait, vraiment, pas du tout. Si on s'y intéresse un peu plus, vous allez voir que voyager autant que je le fais, c'est pas si cher. Et du coup, voilà, je vais vous expliquer un peu, pour moi, comment ça se passe. Et vous montrer, enfin essayer de vous montrer, parce que je sais très bien qu'il y en a qui arriveront toujours pas à comprendre, des gens un peu têtus, que finalement tout le monde, vraiment tout le monde, enfin à quelques exceptions près, peut voyager comme je le fais. Et surtout si vous êtes jeune et si vous n'avez pas d'attache, enfin vous allez voir, je vais vous expliquer ça plus en détail. Alors déjà, je viens de vous le dire, je n'ai pas d'attache, j'ai pas de copine, j'ai pas de logement, j'ai pas d'appartement et j'ai pas de travail, j'ai pas de CDI. Donc c'est le premier point, selon moi très important, qui me permet de pouvoir partir sereinement sans trop me poser de questions. Alors ça après, je suis d'accord, les personnes qui ont des attaches comme celles que je viens de citer auront beaucoup plus de difficultés à voyager aussi librement, on va dire, comme je le fais. Mais pour moi, la réflexion que j'ai eue, c'est que si vous avez ces attaches, donc une copine, un appartement, un travail, il faut se poser la question, en fait, il faut définir ses priorités et peut-être que, au final, ces attaches sont plus importantes que voyager. En gros, si vous avez tout ça, mais que ça fait des années que vous vous dites j'aimerais tellement voyager et partir à l'aventure, voilà, un peu comme ce que je fais finalement, il faut vraiment vous poser la question, c'est quoi le plus important? C'est votre travail, c'est votre appart ou c'est partir à l'aventure et tout plaquer? Il faut vraiment définir quelle est la priorité. Après, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus que l'étape financière, celle de laquelle on va parler tout de suite. Alors clairement, je pense être mal placé pour vous dire de quitter vos attaches pour voyager et que c'est quelque chose de simple parce que je sais pas si c'est quelque chose de simple étant donné que je n'en ai pas et que je n'en ai jamais eu. Moi quand je suis parti en voyage au début, j'avais déjà pas d'attache donc forcément vous allez me dire que c'est plus simple, et oui c'est vrai, mais clairement les questions qui m'ont été posées, elles sont plus d'aspect financier que d'aspect affectif, on va dire, d'avoir un appart et tout, comment on fait, etc. Et ça tombe bien parce que je ne saurais pas vraiment y répondre. Donc voilà, dans cette vidéo on va plus parler de l'aspect financier. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite. Alors déjà un premier point très important qui vraiment n'est pas des moindres, c'est que je vis chez mes parents quand je suis en France. Donc ça me permet de ne pas payer de loyer, donc de mettre de l'argent de côté plus facilement. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui ont un appart et du coup qui doivent payer un loyer et tout, donc c'est plus difficile. Mais clairement pour ceux qui vivent chez leurs parents et qui viennent me dire comment tu fais pour l'argent et tout, si tu trouves un travail, même payé au SMIC, c'est vraiment pas compliqué de mettre de l'argent de côté, surtout si tu calmes un peu tes sorties, que tu dépenses pas ton argent un peu n'importe comment. C'est vraiment pas compliqué même avec un salaire minimum. Un deuxième point, et celui-là il me paraît mais tellement bête, il y a des gens ils me disent comment tu fais pour avoir de l'argent pour voyager? Eh bien écoutez, cette réponse elle est peut-être assez débile mais elle est réelle et je pense que ce sera la même pour toutes les personnes à qui vous allez demander ça qui voyagent. Je travaille, tout simplement je travaille. Quand je suis en France, je travaille. Il n'y a rien de plus simple en fait pour avoir de l'argent et c'est tellement logique, je sais pas comment on peut s'imaginer que, je sais pas, l'argent ça tombe pas du ciel, voilà, j'ai pas eu un gros héritage, j'ai pas gagné au loto, je travaille. Moi je travaille en intérim quand je suis en France parce que forcément
je vais pas travailler, je cherche pas à avoir un CDI puisque derrière je vais voyager. Donc travailler en intérim c'est vraiment la solution idéale parce que ça vous permet d'avoir des emplois sur des courtes durées, mais du coup en contrepartie vous êtes mieux payé, donc vous allez pouvoir plus gagner d'argent et donc plus économiser pour voyager. Et en plus quand vous terminez une mission en intérim, en général vous avez quand même une bonne prime, donc voilà, ça vous fait encore un peu de sous qui rentrent juste avant de partir. Vraiment, peut-être, je sais pas, il y a des gens qui me posent des questions un peu comme s'il y avait un secret. Et bien écoutez, dites-vous que c'est pas vraiment un secret en fait, c'est juste l'intérim, voilà, vous renseignez-vous là-dessus, c'est la solution et je pense que je suis pas le seul qui voyage beaucoup comme ça, qui utilise ça pour économiser. Après, il y a un troisième point que certains peut-être oublient, je sais pas, mais c'est que moi, ça c'est assez personnel, après moi je pars pas voilà en mode je pars 6 mois et je vais avoir aucun revenu d'argent pendant 6 mois. Moi quand je pars en voyage, je pars avec un PVT, donc un visa vacances-travail. En gros c'est un visa qui te permet de rester 1 an dans un pays et du coup de travailler et donc d'avoir un revenu. Donc au final, j'ai vraiment pas besoin d'avoir énormément d'économies avant de partir, étant donné que je peux travailler dans le pays où je vais. Après moi, ce que je fais, c'est que je choisis le pays dans lequel je vais faire un PVT en fonction du salaire. Donc là en l'occurrence l'année dernière je suis parti au Japon. Le Japon c'est le pays dans lequel le salaire est le plus élevé sur le continent asiatique. Comme ça te permet de travailler en ayant un revenu assez élevé comparé aux pays alentours. Et du coup quand tu vas vouloir voyager dans ces pays alentours, tu vas pouvoir le faire très facilement parce que le coût de la vie dans ces pays est par exemple pour l'Asie, peut-être à 50% moins élevé que le pays dans lequel tu as obtenu ton salaire, donc ton salaire qui était plus élevé. Donc clairement, par exemple, quand je suis parti 1 mois en Indonésie l'année dernière, j'avais travaillé, je crois, 2 mois au Japon avant, j'avais mais largement de quoi vivre un mois, j'aurais pu rester 4 mois sans travailler si je voulais. Et là, quand je pars au Canada l'année prochaine, je vais avoir des revenus au Canada, donc les salaires sont quand même assez élevés, et ensuite, je vais aller voyager en Amérique du Sud. Vous voyez, donc c'est exactement pareil. Et en Amérique du Sud, le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'au Canada, donc ce sera finalement assez simple d'avoir des sous de côté. Et donc le tout pour dire que j'ai pas énormément besoin de travailler en France, enfin de mettre de sous de côté en France pour partir en PVT et voyager aux alentours du pays dans lequel je vais faire le PVT. Après vous allez me dire, alors oui tu fais ça, mais imagine tu es au Canada, tu veux aller je sais pas au Brésil, même si le coût de la vie au Brésil est moins cher qu'au Canada et que tu as mis des sous de côté au Canada, faut payer le prix du billet d'avion, blablabla. Alors oui, il y a le billet d'avion. Mais clairement, je vois des gens qui me disent ouais les billets d'avion machin, enfin je reçois aussi beaucoup de questions là-dessus. Moi clairement, après je sais pas, hein, peut-être que pour certains la vision est différente, mais personnellement je ne fais pas la princesse à me dire oh mon dieu je prends pas de vol low cost, oh mon dieu il y a 2 escales sur ce vol, je vais attendre 6 heures dans un aéroport, faut que je prenne un autre vol direct, nanana. Clairement je m'en fous. Genre des fois tu as une différence de prix qui est de à peu près 200 € sur un vol pour faire 2 escales, alors que pour 200 € plus cher, tu aurais fait un vol direct. Mais moi, mon but, c'est pas de prendre du plaisir dans l'avion, c'est de prendre du plaisir dans le pays dans lequel je vais. Donc clairement, on peut faire une escale de 30 heures, si le prix est moins cher que sans escale, je prendrais l'escale. Genre vraiment, après, il y a des gens qui aiment pas l'avion, il y a des gens qui, voilà... qui n'ont pas envie de prendre des compagnies pourries. Moi, je prends toujours la compagnie la plus pourrie. Enfin, en tout cas, je prends toujours le billet d'avion le moins cher. Et ça, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et je vous assure que ça me fait faire pas mal d'économies. Pour vous donner un exemple concret, là, je pars au Canada en janvier prochain. J'ai trouvé un billet d'avion avec une compagnie pourrie, certes, Primera Air, hein, voilà, c'est une compagnie qui n'a pas une bonne réputation. Je vais pas avoir à manger dans mon vol alors que je vais rester presque 10 heures dans l'avion. Je dois payer 10 € pour avoir mon bagage cabine, mais au final ça revient quand même qu'à 160 €. Ça fait 100 € de moins que si j'avais pris une compagnie non low cost pour avoir quoi? Pour avoir un repas en plus. Clairement et avoir un service qui sera sans doute de meilleure qualité, mais moi ça m'intéresse pas. Clairement je préfère avoir mes 100 € d'économiser et les mettre dans quelque chose d'autre que dans mon billet d'avion. Après voilà, c'est que mon avis. Et ensuite un dernier point, je considère le logement comme vraiment très peu important. Quand je voyage, je choisis vraiment des logements, on va dire pourris, enfin en tout cas pas chers, parce que pour moi le logement c'est vraiment secondaire. Je considère ça vraiment comme pas important. Et je préfère dormir dans un dortoir pourri avec 12 personnes sur des lits à étage qui font du bruit et être réveillé à 6 heures par les bruits machin et tout, mais pouvoir dépenser
l'argent que j'ai économisé par rapport à si j'avais pris une chambre privée qui aurait été peut-être, je sais pas, 10 euros voire 20 euros plus cher, je préfère utiliser cet argent, je sais pas, pour me faire un bon repas ou pour les mettre dans une activité, enfin vraiment pour me concentrer dans la visite du pays. Je sais que pour certains, encore une fois, c'est important d'avoir un logement qui soit de qualité, enfin d'avoir une chambre privée, d'avoir une salle de bain privée, de pas être avec des gens, voilà, que ce soit nickel et tout. Moi, clairement, je m'en fous. Vraiment, je prends toujours le moins cher, c'est exactement au même niveau. Les billets d'avion et le logement, pour moi, c'est le moins important. Et le plus important, c'est la bouffe, hein, forcément. Alors après, bon, ça, c'est quand je pars en excursion, on va dire. Vous voyez, moi, je voyage, voilà, je vais dans un pays en PVT et je pars dans les pays alentours. Ce que je viens de vous dire, c'est valable pour quand je vais dans les pays alentours, quand je pars vraiment en mode voyage, en mode découverte. Après, bien sûr, quand je pars dans un pays, comme par exemple, je vais partir au Canada ou quand je suis allé au Japon, et que je vais rester pour une assez longue durée au même endroit, dans le même logement, que je vais rester plusieurs mois, que je vais trouver un travail et tout, bien sûr, je prends un logement privé et je prends quelque chose de quand même un peu mieux. Mais ça reste quand même des logements, je prends souvent par exemple des colocations, ou enfin je prends pas un appart, ou enfin je prends pas un truc qui va me coûter 600-700 euros par mois. Je prends l'exemple du Japon encore une fois, je vivais pendant 6 mois dans une maison en colocation, donc j'avais une petite chambre privée qui devait faire 10 mètres carrés et on partageait voilà la salle de bain, la cuisine et la douche et je payais 300 euros par mois. Donc clairement, quand je vois qu'un appart, un T2 on va dire, ça vaut à peu près 700 euros par mois, je me dis que j'ai fait quand même 400 euros d'économie par mois pour au final avoir quand même une chambre privée. Et moi personnellement, j'étais très bien dans ma chambre privée et ces 400 euros, j'ai pu les utiliser dans des voyages, dans des activités, dans plein de choses que je considère vraiment bien plus intéressantes que de dormir dans un lit 2 places au lieu d'un lit 1 place, si vous voyez ce que je veux dire. Alors après voilà, clairement c'est ma façon de faire, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de confort, enfin je sais pas, même si moi je trouve ça un peu absurde, hein, je vais dire, mais voilà, je trouve que vraiment c'est tellement simple, c'est juste il faut... C'est assez grossier on va dire ce que je vais dire, mais il faut pas faire sa princesse quoi, vous voyez, genre t'es pas là pour visiter ta chambre, t'es pas là pour visiter ton appartement, t'es pas là pour visiter l'avion. Tu pars en voyage pour visiter le pays dans lequel tu vas, c'est la première chose qui a fait que t'es parti en voyage. Donc clairement, pourquoi tu vas mettre ton argent dans une chambre qui sera plus grande ou dans un avion où tu auras peut-être le droit de boire un iced tea alors que dans un autre tu n'auras pas le droit. Vraiment je comprends pas, moi je comprends pas, hein. Après vous avez peut-être vos avis là-dessus, si c'est le cas dites-le moi en commentaire, hein. Peut-être il y a des gens qui pourront m'expliquer, mais en tout cas personnellement c'est ma façon de faire. Bon, c'est un peu tout pour les explications de comment je procède quand je pars en voyage, mais je trouvais assez intéressant de vous donner quelque chose de concret en fait, de quelque chose qui va se passer très prochainement vu que je suis en plein dedans. Vous savez, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, que je vais partir en PVT au Canada et donc j'ai décidé de vous donner la somme en fait que j'ai économisée, enfin avec quel argent je vais arriver au Canada, combien ça me coûte de partir en PVT au Canada si vous voulez. Alors déjà, premier point de dépense, le billet d'avion. Le billet d'avion, ça va clairement énormément varier en fonction du pays dans lequel vous allez, de la période à laquelle vous y allez, mais il y a un gros avantage quand on part en PVT, donc pour une longue durée, c'est qu'on part sans contrainte de date. Donc clairement, moi par exemple, je me suis dit, je pars en janvier, que ce soit le 1er ou le 31 janvier, clairement ça ne changeait rien pour moi. Donc ça veut dire que tu es hyper flexible et donc ça te permet de trouver des billets d'avion encore moins chers. La preuve, j'ai trouvé mon vol Paris-Montréal pour 149 euros. Ensuite, deuxième point très important, qui est un peu oublié d'ailleurs souvent, c'est l'assurance. Alors l'assurance, quand tu pars en PVT, tu es obligé de la prendre, sinon en général ton visa ne t'est pas délivré. Et moi personnellement, elle me coûte 400 euros par an. Donc comme ça paraît un peu cher, waouh mon dieu, 400 euros l'assurance et tout. Mais si on divise ça au mois, et ben ça fait 35 euros par mois. Donc finalement c'est pas excessif je trouve. Et c'est à peu près la moyenne de ce que vous trouverez chez, on va dire, une bonne partie de toutes les compagnies d'assurance que vous pourrez trouver pour partir en PVT en tout cas. Alors ensuite, deuxième point de dépense, il y a le prix du visa. Alors déjà il faut savoir que le PVT n'est pas payant dans tous les pays. Au Japon par exemple il était gratuit. Mais bon, au Canada ça m'a coûté 200 $, ce qui fait à peu près 150 euros. Clairement c'est pas énorme. Et en plus, étant donné que j'ai mon visa depuis presque un an maintenant, je les ai payés il y a presque un an. Donc je sais pas vraiment si ça peut rentrer
dans ce que ça va me coûter, mais bon, je vais le mettre quand même. Après, quand vous partez en PVT, les pays vous demandent d'avoir une certaine somme minimum sur votre compte bancaire et de la justifier. Donc ça, pareil, ça va énormément varier en fonction des pays. Je sais que pour le Japon, c'était 4500 €. Là, pour le Canada, c'est 2500 $, donc ça fait à peu près 2000 €. Clairement, ces sommes qui vous sont demandées au début, elles sont obligatoires. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez, je pense, de prendre que 2000 € pour arriver au Canada. On ne sait jamais ce qui peut se passer et il vaut mieux avoir un peu plus que ce qui est demandé. Donc là, c'est avec 2000 €. Ça peut très bien se faire avec 2000 €. Mais moi, je vais prendre 3000 € en fait pour vraiment être sûr et être à l'aise. Et je pense que c'est vraiment le minimum. Moi, c'est l'exemple du Canada. On aurait pu le faire pour d'autres pays, ça aurait pu être plus cher, comme ça aurait pu être moins cher en fonction du pays où vous allez, mais là on arrive sur un total de 3700 €. Alors oui, c'est une somme, il y en a beaucoup qui vont se dire, mon Dieu, mais c'est énorme, comment je vais faire pour mettre autant d'argent de côté? Je vais vous expliquer comment moi j'ai procédé en détail, voilà, je vais tout vous expliquer. Comme je vous l'ai dit juste avant, je travaille en intérim. En ce moment même, au moment où je tourne cette vidéo, je suis encore en intérim. Là, vous voyez, dans 1 heure, je pars au travail par exemple. Donc en intérim, personnellement, ça va dépendre du travail que vous faites, si vous travaillez de nuit, si vous arrivez à faire des heures supplémentaires, enfin de plein de choses. Mais moi personnellement, je gagne en moyenne à peu près 1800 € net par mois. Étant donné que je vis chez mes parents, et là oui, je veux bien que ce point soit très important parce qu'il y a peut-être des gens qui ont un appartement et du coup ils arriveront à mettre beaucoup moins de côté, mais vous allez voir que si vous faites le calcul, ce sera, on va dire, quelques mois de travail en plus. Je sais, c'est chiant, voilà, mais clairement c'est faisable aussi. J'arrive avec ce salaire à mettre à peu près 1200 € de côté par mois. Donc maintenant le calcul est très simple, ça veut dire que pour atteindre ces 3700 € en mettant 1200 € de côté par mois, j'ai besoin de travailler seulement 4 mois. C'est quand même 4 bons mois parce qu'en général en intérim, c'est pas des boulots qui sont très agréables. Moi je travaille de nuit par exemple, la préparation de commande c'est quand même assez chiant, mais c'est que 4 mois et clairement ça passe assez vite. Il n'y a pas besoin de travailler des années pour atteindre autant de côté. Après, bon voilà, comme je vous l'ai dit, si vous payez un loyer, c'est différent. Et je finirai donc sur une petite comparaison que j'aime bien faire. Si vous voyagez ou si vous allez voyager plus tard, vous en rendrez compte. Il y a pas mal de gens qui vont vous dire « Oh mon Dieu, mais pour voyager autant que ça, tu dois être riche ». Alors que comme vous le voyez, au final, je pars avec 3700 €. On connaît tous quelqu'un, même plusieurs personnes, et même que c'est peut-être votre cas, qui a une voiture qui vaut 3700 €. C'est pas quelque chose de peu commun de voir quelqu'un qui a une voiture qui vaut aux alentours de 3700 €. Vous voyez cette personne au volant de sa voiture qui vaut 3700 €. À quel moment quelqu'un va se dire ce mec roule dans cette voiture? Parce que bon, pour 3700 €, t'as pas une voiture de fou, t'as une voiture classique. Genre personne va dire en le voyant ce mec est riche, il roule dans cette voiture. Genre vous voyez ce que je veux dire? Personne va se dire ça. Alors que mon voyage, il va coûter exactement la même somme que cette voiture. Pourtant, il y a beaucoup plus de gens qui vont se dire en me voyant ce mec doit être riche pour voyager autant. Alors que comme je viens de vous l'expliquer, eh ben c'est totalement faux finalement. Pour pousser le truc un peu plus loin, en gros, même si vous faites un voyage de courte durée, genre par exemple là, je vais partir au Japon dans très peu de temps, le voyage, il va me coûter tout compris, vraiment tout compris, l'avion, le logement, la nourriture, tout sur place, les activités, ça va me coûter environ 2000 €. 2000 €, mais ce mec est riche, il fait un voyage à 2000 €. Vous voyez, les gens, ils vont voir vos photos, ils vont dire « Waouh, il est parti au Japon pendant 15 jours, il doit être riche ». Alors qu'en fait, imaginez que votre voisin, il s'achète une Clio à 2000 €. À quel moment quelqu'un va se dire « Ce mec roule en Clio, il doit être blindé ». Personne va se dire ça. Alors que si tu pars au Japon, on va se dire « Ce mec part au Japon, il doit être blindé ». Vous voyez, c'est une logique en fait un peu débile finalement, je trouve. Mais il y a juste à comparer et on se rend compte très rapidement que au final, voyager, c'est pas quelque chose qui est réservé aux riches, en tout cas à l'époque dans laquelle on vit. Peut-être qu'avant c'était différent, mais aujourd'hui on peut se permettre de voyager vraiment pour pas énormément d'argent, grâce aux compagnies low cost, grâce à Airbnb, grâce à des logements, à des auberges de jeunesse, à des dortoirs. Il y a plein de choses qui sont mises en place et qui font qu'on peut voyager beaucoup. Après, pas forcément sur des aussi longues durées que je le fais, mais clairement aujourd'hui voyager c'est pour moi à la portée de tous. Donc pour conclure, je pense que voyager comme je le fais est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Il suffit juste de s'en donner les moyens et de définir ses priorités. Donc clairement les excuses de j'ai pas les moyens de partir comme ça en voyage, pour moi c'est un peu des excuses pour se voiler la face, hein, excusez-moi.
Mais et c'est vraiment, enfin, je trouve ça un peu bête en fait de dire ça, parce que si voilà tu fais des concessions, tu te dis bon bah allez, je vais prendre une compagnie low cost, je vais faire 2 escales, tant pis, je logerai dans un dortoir et tout. Tu peux voyager clairement, et c'est ce que je fais. Et voilà, j'en suis la preuve, hein, tout simplement, je vous dis. Hein. Les youtubeurs qui font comme moi, qui voyagent un peu partout, on n'a pas de secret bien gardé, on n'a pas gagné au loto, on n'a pas hérité de 1 million d'euros de je sais pas quoi. Clairement, on est des gens un peu comme tout le monde, on va dire, qui se sont juste posé les bonnes questions et qui ont mis les choses en place pour pouvoir vivre la vie dont on avait envie, tout simplement. Donc s'il y en a parmi vous qui sont encore en train de se poser la question ouais, j'ai envie de partir et tout, j'espère que je vous ai un peu éclairci la chose, hein, c'était le but principal de cette vidéo finalement. J'espère avoir répondu à toutes les questions que les gens se posaient, voilà, qu'on m'a posé, que ce soit sur Messenger et tout. J'espère avoir assez globalisé la chose et bien expliqué comment moi je fais. Après, certes, c'est pas pareil pour tout le monde, hein, voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais en tout cas, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de prochains voyages.